Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à cette quatrième édition des Goûters de l'expertise maintenant, organisée par le CFEI. Je suis Laurie Graziani, je suis la responsable du CFEI. Je serai à votre disposition pendant tout cet événement. Si vous avez des soucis techniques, pratiques, n'hésitez pas à me solliciter. Ce format des Goûters de l'évaluation, d'abord merci, je reconnais beaucoup de personnes qui nous sont fidèles et bienvenue au nouveau entre guillemets. Donc, ce nouveau format propose de s'intéresser à une problématique particulière, expertale. Nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter, de vous parler des parts sociales de sociétés civiles immobilières, sujet complexe s'il en est, éminemment expertal, et pour lequel nous avons la chance et le bonheur d'accueillir Adeline Détuyer, qui est expert près de la Cour d'appel d'Amiens, qui est également expert comptable, donc il y aura un éclairage qui nous semble très intéressant, et puis Philippe Favre-Réguillon, expert judiciaire près la Cour d'appel de Lyon, qui nous présentera un article de la JDI sur le sujet. Adeline a écrit quelque chose, c'est pour ça qu'on a eu envie de l'inviter, qui nous a beaucoup intéressé. Elle a écrit un ouvrage co-écrit un ouvrage avec Marine Détulier, guide pratique d'évaluation des parts de sociétés civiles immobilières, SCI. Et puis, ce goûter est un prémisse, une introduction à une formation beaucoup plus complète d'une journée sur l'évaluation de parts sociales de SCI qui aura lieu le 2 juillet. Merci beaucoup donc de nous rejoindre et puis je laisse la parole à Madame Détulier. Bonjour, merci à tous d'être là et de vous intéresser au sujet des parts sociales de SCI, qui effectivement est un sujet qui est assez vaste. On pourrait imaginer que c'est un sujet qui est simple de premier abord, mais la base de SCI, c'est de comprendre que les actifs de la SCI ne sont pas à la valeur de la SCI. Les sociétés civiles immobilières sont des sociétés non commerciales et souvent la première problématique que l'on a quand on nous demande d'évaluer une SCI, c'est de s'intéresser au véritable objet de la SCI. Parce que si la société civile est faite pour détenir des immeubles et les louer, les gérer, on peut se rendre compte lors de la prise de connaissance du dossier que finalement l'objet de la SCI qui paraissait facile dans les statuts écrits n'est pas l'objet réel. Donc la première chose, c'est quand on vous demande d'évaluer une SCI, c'est de s'assurer que l'objet de cette société, c'est bien un objet civil et pas un objet commercial. Quand on a des locations meublées, on va se retrouver en location commerciale et on ne sera plus dans le budget de la SCI. Donc, première chose, s'assurer de l'activité de la SCI. Après, on a deux types de SCI. Alors, on a différents types de SCI, mais fiscalement, on a les SCI à IR et on a les SCI à IS. Donc, c'est-à-dire les sociétés civiles à impôt sur le revenu et les sociétés civiles à impôt sur les sociétés. Cette distinction est aussi importante à connaître lors de la prise de connaissance, parce que quand on va avoir une SCI à l'impôt sur le revenu, on n'a pas d'obligation de tenue comptable. Donc, pour pouvoir évaluer des parts de sociétés civiles sans avoir accès à un bilan, ça peut être une difficulté, du temps supplémentaire ou l'occasion de faire appel à un sapiteur, souvent un expert comptable. Et on se rend compte quand on est nommé en tant qu'expert judiciaire, c'est soit l'expert immobilier qui est nommé par le juge, auquel cas il fera appel à l'expert comptable pour pouvoir déterminer en fait les retraitements à faire dans le bilan, soit on nomme un expert comptable et à ce moment-là, l'expert comptable, il aura besoin d'experts immobiliers pour pouvoir valoriser les biens de la structure.
Donc, on s'assure que la SCI a le bon objet. On s'interroge sur la fiscalité de la SCI pour savoir les travaux que ça va nous mener à faire. Et on s'interroge également sur le contexte. Parce qu'en fonction du contexte de l'évaluation, on ne va pas aborder les choses de la même manière. Si on est amené à faire une évaluation dans le cadre d'un contentieux, dans le cadre d'une succession, d'un divorce, ou dans le cadre tout simplement d'un IFI, on ne va pas aborder les choses de la même manière et on ne va pas structurer sa mission de la même manière. Donc, déjà, on comprend à travers l'objet, à travers la structure fiscale et à travers le contexte qu'on peut avoir des missions différentes. Donc, comme je vous le disais en introduction, la grosse problématique pour les non-sachants, c'est qu'ils confondent la valeur de l'actif avec la valeur des parts. Comme je vous l'ai expliqué, il est nécessaire d'avoir un bilan pour pouvoir, au moment où on va évaluer les parts, pouvoir avoir une photo de la société. Euh, c'est aussi pourquoi, dans la lettre de mission et avec le client, il est important de définir la date de l'évaluation. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ont des notions comptables, que le bilan, c'est une photo à un moment donné de la société. Quand on se retrouve avec une société à IR, sans obligation comptable. Certes, ils font des déclarations, ils peuvent faire des déclarations euh, au niveau de leur imposition, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un bilan. Donc, comment faire pour pouvoir récupérer le bilan? Il va falloir le reconstituer. Soit on repart du début, ce qui peut être très laborieux, soit on fait une reconstitution à l'envers. Alors pourquoi est-ce important? Parce que en fonction du mode de financement qu'il va y avoir des actifs, on va peut-être se retrouver avec des comptes courants. Et si on est dans un contexte de cession, on va avoir nécessité de connaître ces comptes courants. Parce qu'au niveau de l'évaluation, l'importance des comptes courants a un impact, puisque ce qu'on remboursera en compte courant, on le considérera pas comme dans le cadre d'une plus-value. Voilà pourquoi il est important de pouvoir avoir ce bilan. Adeline, Euh, je me permets juste une question, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un compte courant de SCI? En fait, souvent Classiquement. les comptes courants. Alors, dans les comptes courants, on va avoir. En fait, les comptes courants sont les associés qui font des avances Hmm. pour pouvoir souvent financer les biens immobiliers. On finance les biens immobiliers soit par crédit, prêt, auquel cas, si le crédit est toujours en cours au moment où on fait la photo du bilan, on Hmm. aura le seul reste rendu du crédit et on aura également les avances que les associés auront fait. Sauf qu'on a une difficulté, c'est que quand on est en contentieux, euh, le, le contentieux porte sur la valorisation des parts et peut aussi porter sur Hmm. la valorisation ou la réalité des comptes courants. Donc, s'ils n'ont pas été actés, il faut, si on les avance et si on les met, euh, on les définit, il faut qu'on ait suffisamment d'informations et de justifications pour les mettre. Alors, on va me dire, oui, mais on est dans une mission d'expertise, on n'est pas expert comptable. Je vous rappelle que l'expert comptable, il a euh, il a un monopole. On ne peut pas faire de la comptabilité si on n'est pas expert comptable. Toutefois, dans le cadre de l'expertise, on en peut refaire reconstituer le bilan à condition de tout justifier. On ne rentre pas dans cette restriction. Parce que le bilan ne sert pas aux impôts ou ne va pas être publié. Il ne sert que à l'objet de la mission. Donc, vous comprendrez que c'est quand même une grosse difficulté, cette partie comptabilité. Je viens d'avoir encore un cas tout récemment où
on me dit, voilà, on est un peu sur le revenu, on tient la comptabilité, mais la comptabilité, elle est un petit peu en trésorerie, quoi, elle est en encaissement, décaissement, et puis elle est un petit peu en engagement. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Quand on est sur des SCI à IR, en général, on se retrouve avec des comptabilités qui sont tenues en encaissement, décaissement. Et cela ne prend pas en compte finalement les engagements, créances et dettes de la société. Donc, il est important pour l'expert, hein, au moment de la valorisation des parts sociales, de passer en revue finalement tous les engagements et puis les créances à venir. Donc, pour ça, on fait comment? On va aller voir au niveau des loyers des baux qui nous ont été fournis. Euh, Est-ce qu'il y a des loyers encore à encaisser? On peut avoir en fin d'année un décalage d'encaissement également, hein, le loyer du mois de décembre qui est encaissé en janvier. Donc ça, il faut y être très attentif parce que ça va aussi avoir un impact quand on va évaluer la structure, notamment si on l'évalue par le biais d'une méthode par les revenus. Il faut qu'on s'assure que les revenus qui nous sont donnés correspondent bien aux documents juridiques. En fait, ce que tu nous dis, c'est que dès qu'il y a une absence de comptabilité, il faut être extrêmement prudent, ou il faut en tout cas, à Tout tout à le fait. moins, que l'expert immobilier se fasse assister par un expert comptable. Chacun son travail. C'est bien de travailler ensemble, effectivement, Voilà. parce qu'il y a quand même il y a un certain nombre de pièges. Donc les pièges, ils vont être là, ils vont être dans la reddition des charges. Si la reddition des charges n'est pas faite, on peut en revenir dessus. Il y a quand même un certain nombre de postes à passer en revue pour s'assurer que la séparation des exercices a bien été faite. Donc, je vous parlais des baux, mais je vais vous parler aussi des statuts. Lors de la prise de connaissance, ce que je fais en général, c'est que je collecte un certain nombre d'informations. Et dans les informations que je collecte, je demande les statuts et je demande s'il y a des pactes d'associés. Pourquoi? Parce que dans les statuts de SCI, il est souvent prévu il peut être prévu, et ça arrive assez fréquemment, les modalités de cession dans certains cas. Et notamment dans le cas où on fait des cessions entre associés. Donc c'est pas la peine de partir tête baissée sur une évaluation sans lire les documents juridiques. Donc il faut lire les statuts pour comprendre, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui a déjà été défini en termes de valorisation au niveau des statuts, parce que c'est ça qui va prévaloir. Ensuite, il arrive aussi fréquemment que les gens avertis euh, par leurs avocats ou leurs conseils anticipent la sortie, comme on anticiperait un divorce avec un contrat de mariage, avec un pacte d'associés. Et il peut être aussi prévu dans le pacte d'associés des modalités d'évaluation. Donc c'est pas la peine de partir en faisant tout un déroulé de missions euh, avec une évaluation pour lire en dernier les statuts pour finalement s'apercevoir que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc il faut être très attentif aux documents juridiques. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans les documents juridiques. Donc, dans les statuts de la SCI, on va retrouver les clauses d'agrément, on va trouver les clauses de préemption, les règles de majorité, donc ça, très important à lire et à décortiquer. Ensuite, on va demander le pacte d'associés. Si on vous dit il n'y a pas de pacte d'associés, vous en prenez bonne note. Vous indiquez dans le rapport que le document a été demandé et qu'il n'en existe pas. Et si jamais il existe un pacte d'associés, à ce moment-là, il faut le lire, le comprendre et appliquer ce qui est dit dans le cadre de l'évaluation. On, on peut avoir d'autres impacts en termes de biens. Et là, je vais surtout vous parler des choses que je retrouve le plus souvent. Quand on a la chance d'avoir une SCI qui a un bilan, la première chose que l'on regarde,
c'est si la ventilation terrain-immeuble a été faite. Parce que c'est s'il y a eu un amortissement derrière et que le terrain n'a pas été dissocié de l'immeuble, ça veut dire qu'il y a eu un amortissement global qui n'aurait peut-être pas dû avoir lieu. Qui Alors n'aurait pas dû, pourquoi? qui n'aurait même pas dû. Voilà, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Donc ça va avoir un impact au niveau de la valorisation. Alors, sur les derniers SI qu'on m'a demandé d'évaluer, les derniers bilans que j'ai vu qu'il y avait des répartitions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant des années, au niveau des actifs immobiliers, on faisait des répartitions un peu comme on le sentait, 20-80, 30-70, sans le justifier. Toutefois, il y a eu un arrêt du Conseil d'État en 2016, hein, c'est pas tout jeune, qui donne une méthodologie pour répartir le terrain et la construction. Donc, aujourd'hui, c'est la méthodologie est clairement définie, et si on a un bilan de SCI, hein, ça marche aussi pour les sociétés qui ont des actifs immobiliers, c'est aussi une vérification à faire, c'est que la ventilation a bien été faite, parce que si elle n'a pas été bien faite, on pourrait avoir un amortissement trop important. Ça Donc, peut, ça, ça peut être intéressant aussi à ce stade-là, tu me dis Adeline si je dis une bêtise, mais de consolider aussi par les droits à construire. Est-ce qu'éventuellement il n'y aurait pas d'autres droits à construire? Là après, bon, je parle vraiment sur la valorisation de l'actif. On a effectivement, je veux dire, un bien, là, on a, voilà, on on a va avancer dissocié, après sur la valorisation de l'actif, ouais. effectivement. Voilà, on a dissocié le terrain des constructions et en l'occurrence, on réalise qu'on a beaucoup de droits à construire, ce qui serait de nature Mm. vraiment à affecter la valorisation de l'actif au bilan, quoi. De survaloriser. Donc là, globalement, je vous ai posé les choses. Donc, on nous demande une évaluation, on regarde le contexte, on regarde si la SI est bien une SCI, on demande mise des éléments, on s'assure qu'il y a une comptabilité qui est tenue ou pas, de manière à pouvoir ajuster la mission. Euh, une fois qu'on a défini sa mission, bah, l'idée c'est de faire l'évaluation de la SCI. Alors, dans la SCI, il y a plusieurs méthodes d'évaluation en fonction du type de SCI. Euh, généralement, la plupart du temps, on va faire une évaluation de la SCI de manière dite indirecte par le biais d'une valeur d'actif net réévaluée. C'est-à-dire que comme on aura obtenu de la part du client la liste des actifs quand on va avoir fait sa proposition de mission, on va reprendre chacun des actifs et on va tout simplement faire une mission d'évaluation en tant qu'expert immobilier sur la valorisation des actifs. Donc là, on peut avoir plusieurs typologies d'actifs dans la SCI. On peut avoir de l'habitation louée nue, on peut avoir des locaux commerciaux occupés ou non occupés. Et là, en fonction de la typologie d'actifs, on utilisera la méthode la plus adaptée, voire une ou deux méthodes. En général, c'est recommandé d'utiliser plusieurs méthodes pour pouvoir comparer ces méthodes. Euh, on peut également être amené, dans certains cas, à utiliser des méthodes dites méthodes de DCF, de Discount Cash Flow, qui sont des méthodes basées sur le revenu. Attention à la méthode utilisée en fonction du contexte. Si on est dans le cas d'un décès, on va évaluer au jour du décès, mais on ne pourra pas utiliser une méthode qui nous place dans le futur. C'est une méthode qui en général n'est pas acceptée pour ce contexte d'évaluation. Donc il faut adapter la méthodologie au concept au contexte. Donc là, on est dans le cadre d'une méthode dite indirecte. On valorise les actifs et après, on va déterminer la valeur des parts sociales en passant en revue chacun des postes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres ajustements à faire. Donc ça, c'est la méthode classique. On peut être également amené
dans certains cas, à évaluer les parts de SCI en méthode directe, c'est-à-dire qu'on va aller directement capitaliser, par exemple, le résultat dégagé par la SCI pour valoriser directement les parts de la SCI sans passer par une revalorisation des actifs. C'est ce que l'on appelle la méthode directe. Donc en fait, on a deux gros pôles de méthode, méthode indirecte et méthode directe. En sachant encore une fois que la plupart du temps, on est sur des méthodes d'actifs nets réévalués. Euh, Ensuite, euh, quand on a analysé tous les postes de bilan et réévalué, il est important de noter dans votre rapport tout ce que vous, c'est, tout doit être justifié. Et je reviens sur la partie des comptes courants. Vous devez absolument justifier vos comptes courants. L'idéal, c'est d'obtenir des assemblées générales qui valident ces comptes courants ou qui valident des comptes dans lesquels il y avait des comptes courants. Ce n'est pas à vous de dire, ben voilà, on considère qu'il y a tant de comptes courants. Il faut quand même que vous ayez un minimum d'éléments pour pouvoir justifier cette approche. Donc, vous comprendrez que l'analyse du bilan est indispensable à la détermination des parts sociales. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut aussi analyser les revenus pour pouvoir, en cas d'évaluation par le biais de capitalisation du revenu, s'assurer que les revenus que l'on prend sont corrects. Donc cela passe par une analyse du compte de résultat. Dans le compte de résultat, vous allez reprendre l'intégralité de vos revenus et de vos baux. Euh, Toutefois, quand vous prenez vos revenus, vous pouvez avoir ce décalage, comme je vous le disais au départ, mais vous pouvez aussi avoir des trous qui sont liés à un moment donné au fait qu'on n'ait pas eu de locataire. Donc, c'est à vous de refaire un tableau par bien et reconstituer les loyers pour s'assurer que le revenu est cohérent dans le cadre de... Oui, Euh, j'ai une question, tu vas tout de suite comprendre où je veux en venir. Quid si tu valorises un bien, effectivement, on va dire un très très bel immeuble, au pied de cet immeuble, un très très beau local, nettement, très très nettement surloué, où on est à peu près sûr qu'au premier renouvellement, qui va intervenir dans 2 ans, dans 3 ans, ou peut-être même dans 7 ans, on va avoir un effondrement de la valeur locative et donc des revenus de la SCI. Qu'est-ce que tu en fais? Même si, bien sûr, je alors, pense connaître la réponse, alors, parce qu'on l'a déjà évoqué ensemble, ouais, mais on pour connaît commencer la les réponse. mots, voilà. Alors, déjà, il y a le contexte. Dans quel cadre on évalue? Est-ce qu'on évalue dans un cadre de l'IFI? Est-ce qu'on évalue dans un cadre de cession? Est-ce qu'on évalue dans le cadre d'avoir une garantie bancaire? Donc Est-ce que déjà, il tu, faut regarder dans quel cadre on évalue. Mais est-ce que au-delà tu de ça, sous-entends que, des tu fois, sous-entends, est-ce que tu le bon sous-entends que le sens. contexte de l'IFI, on sous-valorise? Non, je dis pas on sous-valorise. Je dis, il suffit des fois, tout simplement, on va au-delà de l'application des méthodes et on fait appel au bon sens. Et le fait de ramener au mètre carré, au prix du mètre carré, ça peut nous donner une direction. Et donc, on peut trouver, quand on a un immeuble qui est très très bien loué, avec un risque de modification du bail à court terme, une valeur par capitalisation qui est effectivement surévaluée, mais on reste des experts on essaye d'appliquer quand même une logique de bon père de famille et on se dit, bon, voilà, on prend le bien, on dit ça vaut tant de millions, on divise par le prix du mètre carré, et là on se dit, il y a un problème. Oui, Est-ce que ça répond à ta question? oui, ça répond à notre interrogation récente. Voilà. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de SCI, rarement on nous interroge
pour nous demander la valorisation d'une SCI avec un studio, une comptabilité qui est tenue en engagement sans aucun problème. À chaque fois qu'on vient nous voir, c'est que effectivement on va avoir des cas un petit peu particuliers sur lesquels il faudra trancher. Il faut trancher en termes de droit, mais il faut aussi en trancher en termes en posant des hypothèses qui sont logiques. Euh, enfin des cas un petit peu spécifiques. J'en ai encore eu un là où on m'a interrogé, où le bien avait été acheté en démembrement. Je n'ai à l'actif que la nue propriété, pas l'usufruit. Et là, je suis obligée de réévaluer en tenant compte de ça, en sachant qu'aucun revenu n'avait jamais été déclaré puisqu'il y avait eu jusqu'à présent un usufruit, donc pas de comptabilité de tenue. Et donc là, ça représente quand même quelques enjeux. Donc en fait, c'est jamais simple. Au-delà de ça, comme c'est pas simple, il existe un certain nombre de mécanismes qui sont prévus de manière à pondérer les valeurs qu'on va trouver, et aussi des mécanismes qui vont permettre de tenir compte de ce qui des spécificités de ce qui est vendu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si on valorise 100% des parts, donc jusqu'à présent tout ce que je dis c'est cohérent. Mais si on vient vous voir parce que on veut une valorisation de 5-10% des parts ou une valorisation que d'une nue propriété ou de l'usufruit sur des parts, on parle pas de la même chose. Et dans ce cadre-là, il existe un mécanisme qui s'appelle les décotes et qui est un mécanisme qui a été étudié euh, et pour lequel Philippe a publié dans la JDI un Marine, je me article. permets juste peut-être montrer Allez, faire avancer le support pour montrer ta slide, oui, peut-être pour qu'il ait sous les yeux. voilà. Euh, hop, Tu, méthode tu vas beaucoup, indirecte, on en a tu vas beaucoup parlé. plus vite que le support. Oui, mais en fait, je sais pas avancer le support. Donc oui, donc je vous parlais de pondération et donc je vous parlais de décote. Et donc, qu'est-ce qu'une décote? En fait, c'est une réduction qu'on va appliquer à la valeur théorique en fonction d'un certain nombre de contraintes. Et je vais pouvoir passer la parole à Philippe, qui va nous parler des décotes. Alors, avant de prendre la parole, est-ce que peut-être que, parce que, donc vous l'avez compris, alors effectivement, on est un peu parti midi en tête parce que le format de ces goûters, donc c'est 45 minutes, donc c'est très contraint. Et évidemment, on n'a pas du tout la prétention, et vous l'avez compris, au vu de la complexité du sujet, d'évoquer toutes les méthodes et toutes les subtilités des parts sociales de SCI. Donc, ça renvoie à des formations plus complètes. Donc, on a décomposé en deux temps. Le premier temps, effectivement, c'était Adeline sur le volet comptable. Le volet comptable et le volet valorisation, donc des parts sociales à proprement parler. Et puis, dans un deuxième temps, il y a le volet, on va dire, alors moi j'appelle ça le volet plus judiciaire, parce que les décotes sont bien sûr des décotes de bon sens, mais qui ont été consacrées par la jurisprudence. Et donc, c'est l'étude que je vais vous évoquer, qui date déjà de 2017, qui était parue donc, dans la JDI, avec l'aimable autorisation donc, des éditions Dalloz de vous la communiquer par la suite. Euh, Moi, ça me fait penser à quelque chose, juste pour replanter effectivement un peu le décor. Je trouve que les parts sociales, la valorisation des parts sociales de SCI, c'est vraiment un sujet où dès qu'on sort un petit peu de la norme et que dès qu'on n'a plus l'intégralité de les pièces et des pièces, on va dire un peu basiques, ça nécessite obligatoirement l'intervention, ce qu'on dit un sapiteur, ou en tout cas d'un expert comptable. Donc c'est vraiment des valorisations à faire à deux. En tout cas, moi je sais que je n'ai pas la prétention, et c'est pour ça qu'on travaille avec Adeline, qui a cette formation comptable. Au niveau du cabinet, on n'a pas la prétention de valoriser toutes les parts sociales de SCI, loin de là. Le sujet qu'on vous évoquait, parce qu'on peut rentrer dans des sujets très complexes, le sujet qu'on évoquait à demi-mot avec Adeline, c'est un sujet sur lequel on a travaillé il y a très très peu, où typiquement, effectivement, c'est une énorme SCI, enfin on va dire ce sont deux SCI avec beaucoup beaucoup de biens qui se chiffrent en beaucoup 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 de millions d'euros, et avant même de traiter les parts sociales et les subtilités donc, qui n'ont pas échappé à Adeline, et qui nous posaient problème dans leur appréhension, il y a aussi la valorisation de l'actif, et notamment d'un actif qui était très 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 nettement surévalué. Ou comme le disait Adeline, à un moment donné, voilà, si effectivement on fait fi des valorisations et du statut des baux commerciaux, bah on prend la valorisation qui est portée soit dans le bilan, soit qui a déjà été réalisée par des banques d'affaires, hein, évidemment je ne citerai aucun nom, on observe un actif où très facilement on se dit, voilà, si nous,
cet actif, on doit le valoriser, on va diviser la somme par deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et pour identifier effectivement c'est certainement cet excédent de valorisation, on a juste pris la valeur vénale qu'on a divisée par la surface en mètres carrés, et basiquement, on a une valeur métrique qui tout de suite nous a sauté aux yeux. Ce qui veut dire qu'en cascade, il y avait beaucoup d'interrogations. D'abord en amont sur la valorisation de l'actif, où déjà il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc ça induit qu'on va annoncer une mauvaise nouvelle au client. Alors peut-être qu'il la sait déjà, peut-être qu'il ne la sait pas, peut-être qu'il l'a fait sciemment, parce qu'on ne peut pas occulter ça en valorisation immobilière. Vous le savez, hein, des fois on peut jouer un peu les Cassandres, hein, les oiseaux de mauvais augure, mais on n'est pas aussi payé pour ça. Et puis après, il y avait vraiment le traitement à proprement parler des pièces comptables. Et là, à cette échelle-là, nécessairement, ça nécessite l'intervention d'un expert comptable ou d'un expert immobilier qui a cette double casquette, puisque comme Adeline, effectivement, on peut avoir, quand on est expert immobilier, cette double casquette aussi bien sur l'expertise comptable comme sur d'autres sujets en matière d'expertise immobilière. Donc c'est vraiment un sujet où il faut être à plusieurs, je pense, pour éviter de faire une grosse bêtise, parce que je pense que la Ouais. bêtise peut vite arriver quand on est mal Au-delà assis. de ça, je te coupe. On avait aussi sur une autre SCI, on s'est rendu compte d'une problématique fiscale où on avait un bien détenu par une holding d'exploitation et financé par elle-même, sans loyer, avec de la TVA déduite et donc un amortissement, ASCIIS. Et là aussi, là, on a eu des signaux en alerte en disant, oups, grosse problématique fiscale. On n'est pas avocat fiscaliste non plus. Euh, et là, ça peut avoir un tel impact sur la valorisation de la SCI quand il y a une problématique fiscale. C'est soit on fait appel à un avocat fiscaliste en tant que sapiteur, et là on travaille ensemble et on prévient le client, soit le client veut pas l'entendre et auquel cas, ben, on peut ne pas accepter de travailler dans ces conditions. Voilà, c'était un peu ça la conclusion. Et quand on ne sait pas ou quand on pense qu'il vaut mieux ne pas faire, il faut des fois, voilà, mieux renoncer à la mission. C'est plus simple. Bon, c'était un peu ça la conclusion de notre affaire. Est-ce qu'il y a, jusqu'à présent, alors, puisqu'on va scinder, je pense qu'on peut peut-être scinder les questions. Est-ce qu'il y a des questions juste sur la valorisation avant que j'intervienne? Moi, ça va être beaucoup plus court qu'Adeline. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui est valorisation, aussi bien de l'actif qu'éventuellement des parts sociales? Voilà, peut-être deux, trois questions rapides dans le chat. Si vous avez des questions, il y a une partie de chat en haut. Alors, je vois une question de Monsieur Bonnet. Alors, je l'ai pas en entier. La personne est décédée, mais la société se poursuit. Donc, je suppose que vous comprenez peut-être pas pourquoi j'ai pas la suite de la question. Si, la question, Euh, c'est, la personne est décédée, si tu cliques dessus, mais la société se poursuit, je ne comprends pas pourquoi le DCF serait rejeté. C'est une personne morale avec ses propres droits et obligations. alors, c'est rejeté parce que la jurisprudence que l'on a dit qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on ne se projette pas dans le futur. Mais ça, c'est l'éternel débat, Adeline, parce que, Mm. euh, ok, un DCF, on se projette dans l'avenir, mais c'est aussi une méthode à un moment donné. On pourrait aussi reprocher une méthode par capitalisation de partir du principe qu'on regarde peut-être trop loin dans le rétroviseur. Ça a été le problème. Après, est-ce que ça va pas évoluer? Parce que très récemment, pour une indignité d'éviction, c'est une décision de la Cour d'appel de Chambéry qui va remonter maintenant il y a 3 4 ans, a été retenue par la Cour d'appel de Chambéry la méthode DCF pour valoriser un fonds d'hôtellerie qui était une machine à cash. Donc, est-ce que c'est pas, tu vois, des choses qui vont changer? Ce que je veux dire par là, c'est que la jurisprudence peut dire non à un moment donné, et puis oui un an après. Ouais. Mais aujourd'hui, là, on est dans un contexte de succession de décès et donc On arrête, c'est des ça. jurisprudences que j'ai vues, l'idée c'est ben voilà, on s'arrête à un moment donné et on va pas voir dans le futur. Mais évidemment, les jurisprudences évoluent et changent et ça peut être à un autre moment, ça pourrait être différent. Aujourd'hui, je sais que j'en ai un confrère expert comptable qui s'est fait taper sur les doigts à cause de ça. Ok. Alors, pardonnez-moi, bonjour. Mais je crois qu'il y Bonjour. a deux choses. Bonjour, je suis Diane Roman. Normalement, j'appelle de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, j'ai la chance de partager ce moment depuis la Bretagne, donc c'est beaucoup plus simple par rapport au décalage horaire. Mais je crois qu'il y a deux choses par rapport au décès. Une, je comprends la jurisprudence parce que c'est par rapport au droit de succession que c'est écrit noir sur blanc, que c'est au moment du décès. Donc, pour moi, c'est encore une fois, ça dépend dans quel contexte on est appelé à faire une évaluation ou si c'est pour un partage.
Par exemple, je pense que pour un partage, oui, ça pourrait être utilisé la méthode DSF, mais pour l'application de droit de succession, parce qu'il a un désaccord, une rectification du fisc, un désaccord, quoi que ce soit, pour évaluer pour les droits, je pense qu'effectivement, une méthode future ne serait pas d'accord avec la législation. Mon petit point de vue, comment j'aurais justifié mon choix des méthodes. Mm. Je suis complètement d'accord avec vous. Merveilleux. Est-ce qu'il y aurait une Merci autre pour cet question? éclairage. Il y a une question de Monsieur Rouquette. Comment traiter dans SCI? Monsieur Rouquette, si vous voulez prendre la parole, je ne comprends pas très bien votre question. Allez-y, ouvrez votre micro. Oui, bonjour à tous. Comment traiter Adeline dans une SCI à l'IR? On va faire des résultats comptables, si on tient bilan, on fait des résultats comptables qui sont différents d'ailleurs des résultats fiscaux, puisque c'est pas la 2072. Comment on l'affecte? Est-ce qu'on l'affecte en compte courant d'associé? Et dans ce cas-là, quand on fait l'évaluation, qu'est-ce qu'on fait de ce compte courant qui est en fait fictif, puisqu'en fait, c'est les résultats qui ont été déclarés aux impôts? En fait, je tiens pas compte des résultats fiscaux, je reconstitue les résultats comptables tels qu'ils auraient dû être en engagement. Donc, je peux être amenée à prendre des choses qui n'ont pas Et été vous les déduites au affectez, niveau des et vous impôts. les affectez, et vous les Pardon? affectez en compte courant. Et vous les Ah affectez non, en compte courant. non, je les mets en Ah, report à d'accord. nouveau. Je ne mets Ah, en d'accord. compte courant que ce qui est sûr. C'est pas à moi Oui, que les d'affecter. avances. Que les avances Hmm, et ce qui est retiré ouais, en trésorerie. D'accord. Ok. tout à fait. Merci Adeline. Une dernière question? Je ne sais pas s'il y en avait une dernière ou non, il n'y en avait pas. Ok. Est-ce que tout le monde voit mon écran? A priori, je crois, Adeline, tu dois le voir. Parce que toi, Ouais. ton micro est ouvert. Impeccable. Voilà, donc effectivement, donc Adeline, son support. On va donc il y a quelques années, notre cabinet avait pu donc écrire une étude là qui portait quasi exclusivement sur donc les différents abattements. Donc c'était une grosse étude de la jurisprudence. Alors c'est extrêmement empirique, je pense. On a à l'époque collecté effectivement beaucoup d'informations pour en extraire ces quelques pages, mais c'est un sujet qui est, je pense, extrêmement évolutif. D'abord, vous l'avez compris, extrêmement complexe. Et puis des juges en face qui sont forcément pas des techniciens, sinon ils ne nous désigneraient pas. Donc voilà, donc je pense qu'on peut pas s'arc-bouter sur ce que raconte la jurisprudence. Adeline l'a précisé, tous les abattements sont bien sûr empreints de bon sens, parce que l'abattement peut pas être arbitraire. Voilà, donc on va légèrement, donc on va les, je vais en dérouler quelques-uns. Alors, il y a une grosse partie de l'étude sur laquelle je ne vais pas revenir. J'ai pris le parti volontairement, et cette étude vous sera bien sûr adressée à tous les participants, donc par Laurie qui s'occupe du centre de formation. Il y a différents points que j'ai surlignés, mais je ne vais pas revenir parce que Adeline les a largement développés. Ce qu'on peut juste rappeler, c'est que bien sûr que la Cour de cassation précisait quand même, quand on parle de titres, donc nos cotés en bourse et de parts sociales de SCI, que la valeur doit être appréciée en tenant compte donc de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aura entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché à la date à laquelle ces titres doivent être évalués. Le problème, c'est que des parts sociales de SCI, c'est pas un bien immobilier, hein, c'est pas un garage, c'est pas un appartement qu'on met sur le bon coin, c'est un poil plus compliqué. Donc, quel est le marché pour ce type de bien? D'où justement l'emploi de décotes qu'on va voir juste après. Adeline vous a donc évoqué les différents SCI, les SCI d'attribution, les SCCV de construction-vente, donc effectivement qui sont, je crois que tu utilises ce mot, Adeline, des véhicules utilisés par les promoteurs. Et puis ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, les SCI de gestion ou de location, qui ont donc pour objet l'achat ou la construction d'immeubles, donc dans la location, pour la location à des tiers ou des associés, donc ou la mise à disposition gracieuse, donc au profit de ces derniers, et les parts sont valorisées comme des titres de société non cotés. On a des sociétés qui produisent des résultats et d'autres qui n'en produisent pas. Et puis effectivement, il y a différentes méthodes qu'on met en œuvre et qu'Adeline vous a déclinées. Alors, Adeline, toi, tu les appelles pour qu'effectivement on parle bien de la même chose. Toi, tu les as appelées méthode indirecte et méthode directe. Nous, on les avait identifiées à l'époque comme étant les valeurs mathématiques et les valeurs par productivité. Tu me dis si je me trompe, mais ça renvoie à ça pour toi. Méthode indirecte, c'est méthode Non, mathématique. la méthode directe, c'est quand je vais directement valoriser les parts sans tenir compte, je vais aller travailler sur le résultat. Et la méthode indirecte, c'est quand je vais aller directement travailler sur les actifs.
Donc la Et sur méthode les actifs, directe. je peux avoir une valeur empirique, une valeur Hmm. d'évaluation de comparage, je peux avoir une valeur par le revenu. Donc la méthode directe, c'est la méthode par la productivité. Et la Voilà. Et méthode là, après, on va faire une valeur indirecte, mathématique ouais. des parts. Et la valeur, voilà. Et la méthode mathématique, c'est effectivement l'actif net réévalué. En tout cas, C'est c'est ça. comme ça que l'a Ce que qualifié la j'appelle l'actif jurisprudence. net réévalué. Donc la valeur mathématique, donc logique de patrimoine, bien sûr, par opposition à la valeur de rentabilité. La valeur mathématique, ce que nous dit la jurisprudence, résulte de la valeur nécessairement actualisée au jour de l'expertise des actifs moins les dettes. Donc ce que vous avez évoqué, Adeline. Donc la valeur des actifs associés aux liquidités et les créances, et puis diminuer du passif exigible. Et là, on obtient donc une valeur brute des parts sociales. Donc c'est la première étape en termes de valorisation. Et puis on continue. Donc, par la méthode par productivité, deuxième approche, et c'est ce que vous avez évoqué, Adeline. Alors moi, après, ça va renvoyer à deux questions que j'avais, Adeline, que j'ai oublié de te poser. Parce que la valeur de productivité, c'est effectivement à un moment donné un résultat, tu me dis, Adeline, hein, ce que produit la Ouais, société civile immobilière, ce qu'elle génère comme résultat, qu'on va diviser par un taux, ou qu'on va valoriser par le biais d'un cash flow. D'accord. c'est Quel ça. taux, quel taux toi tu utilises? Parce que la jurisprudence, alors effectivement, vous savez, il y a deux approches selon les décisions judiciaires. C'est soit on prend le taux qui est le taux de l'actif immobilier. Alors est-ce que c'est des parts, est-ce que dans la SCI on a un hôtel, est-ce qu'on a un entrepôt tout pourri, est-ce qu'on a un bien extraordinaire qui sera en plein cœur de Paris sur une des plus belles artères où nécessairement on a un taux de rendement qui est moins élevé. Donc ça c'est la première approche par analogie avec l'actif immobilier. Et puis la deuxième approche, c'est une construction exclusivement fiscale qui nous est proposée dans le guide de l'évaluation. Je lis toujours son petit nom, le guide de l'évaluation fiscale, qui est un ouvrage en PDF que vous trouvez sur le web, qui a été établi par la Direction générale des services fiscaux. Donc, qui fait, je ne sais pas s'il fait foi, mais en tout cas, il est très souvent cité dans les décisions judiciaires, donc on ne peut pas tout à fait l'occulter. Ou eux partent du principe que on va utiliser le taux des OAT plus une prime de risque plus une prime d'illiquidité. Alors après, le travers de cette méthode, c'est qu'on l'a vu encore récemment, les OAT sont extrêmement fluctuants. Il y a quelques années, les OAT étaient même négatifs. Et maintenant, effectivement, on est revenu, je crois qu'on est à 3 points ou plus à l'heure actuelle, ou 3,5, j'ai oublié exactement, j'ai pas vérifié avant cette formation à combien on était. Donc on peut avoir un taux qui est relativement fluctuant. Donc toi, Adeline, quel taux tu vas utiliser quand tu vas Eh ben, utiliser un cash flow, le taux de rendement et le taux d'actualisation, par exemple? je vais regarder l'emplacement Hmm. et je vais regarder le risque. Et en fonction de ces critères-là, je choisirai un taux que je justifierai. Et donc, par exemple, un actif et un taux pour toi, à ton avis? Enfin, je sais pas, un exemple. Peut-être pour Pardon? renseigner. Juste un exemple un actif lambda que tu as valorisé il y a pas de, enfin, récemment par le biais d'un cash flow et le taux que tu as Ben, utilisé c'est entre 7 et 8%. pour un actif, quoi, c'était quoi? Un local d'activité? C'était un local commercial? C'était pas un hôtel parce que les hôtels, il y a moins de risques, c'est souvent un peu moins. C'était un local commercial basique. Je devais être entre 7 et 8%. Ouais. Donc toi, tu travailles par analogie avec l'actif immobilier. Ouais, OK. Et tu fais fi de parce que ces constructions mathématiques des ouais, services fiscaux. ouais. Après, je OK. regarde par rapport, mais jusqu'à présent, compte tenu des fluctuations, on arrivait à des taux qui me semblaient pas adaptés au marché. Ouais. C'est ça le problème. Donc je les écartais en le justifiant. Oui. Donc valeur mathématique, valeur donc de productivité, et puis donc enfin effectivement des pondérations. Donc on peut pondérer les méthodes. Alors je ne sais pas toi si tu les pondères Adeline, mais les services fiscaux l'ont écrit noir sur blanc effectivement qu'ils préconisaient d'employer prioritairement des valeurs mathématiques et puis une valeur par productivité. Donc on retrouve souvent effectivement cette équation que vous avez en haut du support où c'est marqué 3 VM plus une VR, donc 3 valeurs mathématiques plus une valeur de rentabilité divisée par 4. Donc effectivement on surpondère la valeur mathématique pour un bien lambda. Qu'est-ce que toi tu en penses, Adeline? Euh, Je pense que c'est en fonction du typologie des biens qu'on a à évaluer, c'est toujours bien de regarder les différentes méthodes et d'adapter. De toute façon, à chaque fois qu'on fait une évaluation, on utilise plusieurs méthodes et on est amené à les pondérer. Je trouve que ça peut être une bonne approche. J'ai pas de. Après, il faut qu'elle se justifie encore une fois.
Et puis donc enfin les abattements. Donc trois types d'abattements qu'on retrouve en jurisprudence. Donc décote générale donc pour non liquidité, parce qu'évidemment bien voilà on l'a rappelé, on l'a surligné, un bien immobilier ne revêt sa pleine valeur que lorsque l'ensemble des facteurs qui y concourent ne souffrent d'aucune contrainte actuelle ou pressentie. Et pour des parts sociales de SCI, eh bien les contraintes sont bien là et bien réelles. On peut pas céder comme ça et comme on veut des parts sociales de SCI, c'est juste impossible, ou prioritairement à ses associés, mais en tout cas pas un tiers, et encore une fois, pas en mettant une annonce sur le Bon Coin ou que sais-je, ou se loger. Donc cette première étape de décote, une deuxième étape de décote donc pour situation minoritaire, où là on retrouve on constate le grand écart, vous les avez, je les ai soulignés, donc moins 25%, vous avez en vis-à-vis donc les différentes décisions de cour d'appel, le moins 25%, moins 35%, moins 10%. Voilà. Et puis en rappelant bien sûr qu'il convient de garder à l'esprit que la décote pour situation minoritaire infligée au cédant vient de facto profiter au cessionnaire. Donc il ne saurait être établi de dangereuse généralité en la matière. Moi, ce qui me dérange toujours dans cette décote pour situation minoritaire, c'est que finalement, on va dire à quelqu'un qui a une situation minoritaire qu'il va souffrir d'une décote qui finalement va profiter à celui qui va rester en place. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Adeline, mais moi, c'est quand même quelque chose qui me dérange intellectuellement, qui me chagrine. C'est-à-dire que parce qu'on n'en a pas beaucoup, situation minoritaire, de part, on a une décote, alors qu'on pourrait aussi tout à fait se dire l'inverse. Parce que Mais moi, finalement, précieux. ça me Non. chagrine pas quand c'est difficile, hein. Ça me chagrine quand je veux vendre, mais ça me chagrine pas quand c'est une évaluation dans un contexte difficile. Donc tu vois, c'est bien ce que je te disais. En fait, il y a deux types d'évaluation. Il y a toujours celle de l'IFI et les autres. Mm. On est d'accord. On est d'accord. Mais en tout cas, intellectuellement, ça me dérange toujours de dire que voilà, automatiquement, pour situation minoritaire, voire très minoritaire, il y a une grosse décote. On pourrait très bien dire que c'est l'inverse. Toujours pareil, il y a l'examen des statuts. Mm. Et la troisième décote, donc liée aux contraintes juridiques ou contractuelles, donc les sociétés effectivement peuvent ménager les articles 1861 à 1864 donc du Code civil qui régissent les modalités de cession des parts de sociétés civiles. Et là, on a pu observer également moins 30 en matière de décote donc sur les parts. Donc voilà, il peut y avoir une décote globale et puis en tout cas, il peut y avoir une décote, on va dire étape par étape pour non-liquidité, pour contraintes juridiques et pour situation minoritaire. Donc voilà, en termes de valorisation des parts sociales de SCI, la valorisation de l'actif, d'abord. Donc là, c'est effectivement, et je te laisserai la parole pour conclure, Adeline, mais valorisation de l'actif, je pense que c'est vraiment la première chose, où il peut y avoir de gros écueils, parce que bien sûr, c'est le principe de l'actif net réévalué, ce qui est dans l'actif du bilan n'est pas du tout la valeur qu'on nous demande de valoriser nous, donc bien sûr, c'est là où on intervient. Le souci, c'est qu'on peut intervenir à la hausse comme à la baisse, c'est pas impossible, et puis voir le contexte aussi en face. On peut apprendre une bonne nouvelle à notre client comme on peut apprendre une mauvaise nouvelle. Il y a ce nécessaire examen comptable. Plus on est sur des CI, des gros CCI avec des gros patrimoines, plus ça renvoie à des compétences comptables que nous, en tout cas, moi, je pense qu'en tant qu'expert immobilier, on n'a pas cette compétence, même si maintenant, vous savez, avec le changement de nomenclature, effectivement, on est les experts immobiliers ont récupéré, les experts judiciaires immobiliers ont récupéré cette compétence de valorisation, voilà, de tout ce qui était notamment part sociale de SCI, mais je pense que il faut rester assez humble et puis reconnaître son incompétence quand en plus c'est pas quand on n'a pas cette formation initiale à l'expertise comptable. Donc ce nécessaire retraitement comptable, et puis une fois qu'on a fait ça, effectivement, la mise en œuvre des méthodes, les pondérations, et puis enfin donc ces différentes décotes. Et comme le disait Adeline dans l'introduction, c'est des codes de bon sens, parce qu'à un moment donné, voilà, alors, comme le disait aussi peut-être Adeline, et je vais te laisser la parole, peut-être un peu moins de bon sens quand on parle d'IFI, un peu plus de bon sens quand on parle de juste valorisation du patrimoine. Je te laisse la parole, Adeline. Oui, donc on l'aura compris, hein, l'évaluation des parts de SCI, c'est pas juste évaluer un bien immobilier. Déjà, évaluer un bien immobilier, c'est pas évident. On peut se retrouver avec des SCI qui ont plusieurs biens immobiliers avec des profils de biens différents. Donc bien faire attention, bien se documenter, avoir une démarche quand on fait une évaluation de part de SCI et ne pas hésiter de prendre attache avec des serviteurs, que ce soit des avocats, avocats fiscalistes ou experts comptables, de manière à pas faire d'impair par rapport à cette évaluation. Euh, Est-ce Il y avait qu'il y a il y avait une quelques question. questions encore?
Il y avait une Oui, question j'ai vu de une question de Sophie Sophie Cavanier, Cavanier. effectivement. Sophie, Oui, bonjour Philippe, bonjour Adeline. J'avais deux petites questions. Alors, juste pour rebondir sur la manière d'aborder les abattements, notamment dans les différentes situations. Vous évoquiez l'IFI ou la vente entre associés. Est-ce qu'on peut pas comment dire, préconiser des hypothèses en disant, à partir du moment où c'est un rachat entre associés, en dehors d'impact éventuellement d'associés ou de clauses particulières, on n'applique pas forcément l'abattement, alors qu'on peut l'appliquer, comme tu dis très justement, Adeline, en IFI ou en déclaration autre que sur une vente entre associés. Est-ce que Après, tu m'entends? après, Oui, ce que j'ai tendance à faire en fonction du contexte, c'est ça. il y a des moments où on part sur une négociation et des moments où on peut repartir sur une négociation. Quand on Comment? est dans des climats d'IFI, de succession, Oui, je ne donne pas de fourchette de valeur. Je donne une valeur fixe. ouais, Quand on est dans un contexte qui pourrait être de cession, qui peut être amené à être négocié, j'ai tendance à mettre une fourchette sur mon rapport. Et d'accord. c'est comme ça que je réponds à la question. Et valo, on va dire, précise, quand tu fais une déclaration de succession ou autre. Voilà, ça je suis précise parce que si on commence à les discutailler Bien sûr. là-dessus, on va perdre du temps, on n'avancera pas. Sauf Le que, rôle de l'expert, c'est quand même d'avoir une démarche pédagogique, tandis que quand on est dans un contexte de cession, ben, à ce moment-là, on met une fourchette et charge au conseil de. et est-ce que t'encadres pas quand même tes valeurs, t'as toujours droit à, comment dire, à une marge d'erreur de plus ou moins 5%, d'encadrer au minimum sur cette base-là, même si tu déclares. Ben, jusqu'à présent, sur ces cas-là, je déterminais une valeur, je n'encadrais Ok. pas. Là où je mets des fourchettes, c'est juste quand je sais que on va aller sur une négociation. Une négo, ok. Et l'autre question, c'était, tu sais, par rapport à ce que disait Philippe sur le taux, le taux de rendement et celui que tu utilisais en t'appuyant sur le type d'actif et la prime de risque et l'emplacement. Mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on détermine malgré tout le taux, le fiscal? Enfin, pour moi, est-ce que c'est le taux d'actualisation ou est-ce que c'est le taux de rendement? Parce qu'on part quand même des OAT à 10 ans, sur lequel, en fonction de la typologie de ton actif, tu rajoutes une prime de risque et une prime d'illiquidité. Alors, oui, mais il y a une telle fluctuation. Ah ben, je te laisse parler, Philippe. non, non, c'était juste pour repréciser, mais enfin, les services fiscaux, quand ils évoquent la construction de ce taux, ils parlent bien du taux de capitalisation, pas du taux d'actualisation d'un cash flow, hein. Oui, C'est non mais effectivement le taux de capitalisation, donc le taux effectivement qu'on utilise toujours pour une méthode par capitalisation. C'est bien, voilà, c'est dans ce contexte-là que j'évoquais effectivement cette décomposition qui est écrite noir sur blanc par les services fiscaux. Moi, à mon avis, moi qui me paraît délirante, parce que c'est totalement déconnecté de la réalité, puis surtout ça renvoie. Alors après, je te laisse la parole, mais parce que ça peut être un goûter à part entière, parce que ça revient, là, c'est une construction, dans ces cas-là, quand on dit effectivement c'est les OAT plus une prime de risque plus une prime de liquidité, oui, ça a quelquefois effectivement le mérite de la démonstration savante, mais le problème, c'est que ça repose sur beaucoup d'hypothèses qui sont subjectives, alors que l'observation statistique du marché, enfin, je dis voilà, comme je le dis, enfin, d'ailleurs, elle est, voilà, basiquement, elle est statistique. On sait qu'effectivement, un hôtel, c'est un taux de rendement de X dans cette catégorie d'actifs. On sait qu'un local d'activité, pareil. Et ok, là, on obtient très facilement le taux, toujours pareil, en divisant le loyer par la valeur vénale. Donc, c'est ok. un taux n'est jamais, enfin, un taux n'est jamais, c'est pour ça que moi je prône plutôt cette, je vais te laisser la parole, Adeline, mais un taux n'est jamais arbitraire. Un taux de capitalisation se démontre toujours très facilement, noir sur blanc, hein. C'est une somme divisée par une autre. Enfin, une valeur divisée par une autre. C'est aussi bête que ça, hein. Je pars en Adeline. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. J'aurais la même réponse. On est sauvé. Ok, merci. Pas d'autres questions? Eh ben merveilleux. Bon. Eh ben on va vous laisser, on va vous laisser passer directement du goûter au dîner. Ah, Et, ouais. et, Très euh, bien. et- ben on vous remercie beaucoup. Et puis très certainement, on est en train de plancher sur un prochain thème
pour les goûter, qui va être un thème, je pense, intéressant, si l'idée se concrétise avec plus un intervenant aussi passionné qu'Adeline et aussi passionnant, certainement à la rentrée. Et donc, on vous remercie beaucoup tous et puis on vous souhaite, 21 mai, on vous souhaite un bel été et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée à Au tous. revoir à tous. Merci. Merci. Merci, au Merci revoir. beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Bonne Merci à soirée. Merci Merci. beaucoup. revoir. Au revoir à tous. Merci. Mais c'était super intéressant. De mécanismes qui sont prévus de manière à pondérer les valeurs qu'on va trouver, mais aussi des mécanismes qui vont permettre de tenir compte de ce qui des spécificités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si on valorise 100% des parts, jusqu'à présent tout ce que je dis c'est cohérent, mais si on vient vous voir parce que on veut une valorisation de 5-10% des parts ou une valorisation d'une nue propriété ou de l'usufruit sur des parts, on ne parle pas de la même chose. Et dans ce cadre-là, il existe un mécanisme Ah ben, c'était très intéressant. Très intéressant. C'était sur les parts de l'évaluation des parts de SCI. Il avait déjà fait des, comment on appelle ça, des, c'est juste ce que je voudrais savoir pourquoi. Excuse-moi. Hein. Vas-y. Oui. Alors en fait, il m'a expliqué qu'avant 2012, donc au moment de la fondation, de 2012, à l'école, il y avait donc ce qui lui sert de salle de musique, juste la grande salle, la chambre et l'équivalent de salle de bain où il y a la douche et des WC en haut. Il n'y avait pas retouché. En 2020, c'était le même état que les CDS et qu'il avait rien avec le reste en 2023 et ils ont remis dans la maison. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on dit alors? En fait, il m'a dit que 2012 et 2020, au compte, c'était la même chose. Et aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, en fait, on va considérer qu'il y a des, c'est de voir s'il y a des parties qu'on va pouvoir ne pas, enfin, c'est pas aménager non plus, il y a juste de l'isolation. Ouais. C'est tout dégueu. Bon. Bref, marque-le pour pas qu'on l'oublie, parce que du coup, comment? Merci, parce que en fait, c'est juste pour que je puisse.
Alors, voyons. Ah, c'est pas du tout ça. Comment on fait pour donner à ChatGPT? Ok, donc ça, et sur ChatGPT, je crois qu'on peut lui demander de faire un résumé, non? C'est ça? Comment? Ah bon? D'accord, ok. Tu peux rien mettre. Non, mais même dans PDF, tu peux pas envoyer un truc? Alors attends, parce que j'ai GPT sur mon téléphone, donc pourquoi chat GPT? Ok, donc si je l'envoie à lui, télécharger bibliothèque. Non. Comment je peux télécharger éventuellement des, par exemple, ce que j'ai trouvé là, tu vois, par exemple, j'ai enregistré, parce que comme ça je vais aller plus vite, j'ai enregistré soit une note, Oui. là, de l'enregistrement que j'ai fait, Ok. et je voudrais l'envoyer sur ChatGPT. Ouais. Fait. Un fichier avec ça. C'est-à-dire. Là, vous faites. Attends. Ouais, ça, clac. Là, moi, je ferai enregistrer dans le fichier. Attends, il y a pas un truc pour que je puisse le mettre Pinterest, Brave, Google. Putain, c'est trop chiant ça. Enregistrer. Dans le fichier. Où c'est ça? Là, clac. ok. Là, vous faites. Oui, sur iCloud ou pas, vous prenez. Texte. Oui, il faut goûter ce que vous voulez. C'est goûter pour savoir ce que c'est. Ouais, mais c'est. Il n'y a pas le marque. Alors, ok. Ça va juste faire un PDF de. Eval, de ça. Eval par SCI goûter. Ok. Ouais. Ok, donc j'enregistre. Donc vous l'avez dans iCloud Drive. Là, vous pouvez aller dans. Là? Ouais. Et là, clac, normalement, en bas, on peut lui envoyer un fichier. Voilà. Voilà, et va par goûter. Et là, vous faites ouvrir en. Ok. Hop, voilà. Et là, vous pouvez lui poser des questions et lui envoyer le truc. Ok, je veux dire. Qu'est-ce que je fais, je dis? Tu veux bien me faire un résumé de ce fichier, s'il te plaît? Merci. Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai envoyé? Mais c'est pas un goûter, tu vois. Oui, non, il faut. En fait, il faut juste lui dire, je pense, analyse. Fais-moi un résumé de ce document, je pense. Faut juste faire. Okay. Fais-moi un résumé de ce document, s'il te plaît. Oui, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est un peu mieux ça. Puisqu'il a sorti le goûter. Alors, parce que pourquoi je fais ça? Tu sais pourquoi? Parce que là, ben non, mais ça veut dire que je voudrais quand même, tu vois, savoir ce qui. Parce que là, je vais aller à un colloque où ça va être l'enfer.
Souhaites-tu un schéma ou une fiche synthétique à partir de ce résumé? Comment on dit oui? Oui, mais je mets oui, mais souhaites-tu